Oui, donc mon nom est Sébastien Couture, conseiller chez Climax Conseil. Donc, ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous là, pour présenter là, la production, un webinaire sur la production de la fraise en serre. Donc, si je donc, c'est ça, ça fonctionne. OK, donc c'est parfait. Puis aussi, là, j'ai un petit chien autour de moi. Donc, si vous entendez ronfler, c'est lui. donc, donc aujourd'hui, on a beaucoup de choses au programme. OK, on a à peu près 1 heure et quart pour faire le tour. Puis, je voulais toucher tous les éléments. Donc, j'ai inclus là, beaucoup de choses dans le webinaire. Donc, la présentation va toucher aussi bien là, la physiologie des plants, le calendrier de production, les rangs, la disposition, le substrat, etc., jusqu'à la pollinisation, phytoprotection. Ce que j'aimerais vous mentionner, par contre, c'est que je ne toucherai pas au volet, là, tout le volet économique de la culture en fraise. Ça, c'est un webinaire en soi, là, parler de cet élément-là. Donc, je n'aborderai pas cet élément-là. Puis aussi, ce que j'aimerais vous mentionner, c'est que le webinaire va toucher la culture en fraise en général, aussi bien la culture en hydroponie que la culture biologique, mais la majorité des exemples de fertilisation et autres, c'est pour l'hydroponie, mais il y a toujours moyen de l'adapter à la culture biologique. Donc, commençons. Donc, ici, juste faire un petit retour sur moi. Donc, je suis né sur une ferme. Mes parents étaient producteurs de fraises, framboises, bleuets à Saint-Ephrem, en Beauce. Donc, j'ai grandi sur une ferme de fraises et je suis très heureux maintenant de pouvoir retoucher à cette culture-là, mais dans le volet de la serre que j'aime également. Donc, c'est parfait. Donc, vous pouvez voir notre super installation là, qui devait respecter les normes de Canada GAP, j'en suis sûr, ou presque. Donc, si on commence, la physiologie du fraisier, les types de plants et le choix variétal. Donc, excusez-moi. Donc, avant de commencer, il faut voir qu'il y a 2 types de fraisiers qu'on peut cultiver en serre. Donc, il y a les fraisiers à jour court et les fraisiers à jour neutre. Donc, c'est important tout de suite de faire une petite distinction entre les deux, question que vous puissiez voir un peu quel type de plant pourrait correspondre à vos besoins dans le futur. Donc, les fraisiers à jour court, c'est quoi? C'est des fraisiers qui produisent énormément dans une courte période de temps. Donc là, on est dans une période olympique, donc on peut penser que les fraisiers à jour court, c'est des sprinters. Ils vont produire rapidement, mais pas longtemps, tandis que les fraisiers à jour neutre, c'est des fraisiers plus style marathonien. Donc, ils vont produire modérément, mais sur une très longue période. Donc, avant de bien choisir vos plants, il faut bien comprendre la réponse photopériodique de ces plants-là. Qu'est-ce que je veux dire par photopériodique? C'est que les plants de fraisiers vont se classer en fonction de leur réponse à la longueur du jour. Donc, c'est la longueur du jour qui va faire qu'un type de fraisier se comporte d'une façon ou d'une autre. Par contre, c'est extrêmement complexe. Okay? La physiologie du fraisier n'est pas encore totalement connue. Des nouvelles découvertes qui se font. Des fraisiers qui ont été catégorisés dans un type vont changer de type parce qu'ils découvrent qu'ils réagissent différemment dans d'autres conditions. Donc, lorsque vous voulez acheter une variété, vérifiez toujours avec votre pépiniériste. C'est vraiment la meilleure personne qui va pouvoir vous renseigner sur la variété qui vous intéresse ou ce que vous voulez produire. Donc, les 2 types de plants principaux. OK? On a tout d'abord les plants jour court. C'est des plants qu'on va appeler des plants non remontants. June bearing, short day. En gros, c'est quoi? C'est nos fraises d'été. Donc, c'est des plants qui nécessitent une photopériode plus courte qu'un seuil pour initier la floraison. Donc, si la photopériode est longue, il n'y a pas d'initiation florale. L'autre type, les fraisiers à jour neutre, c'est des fraisiers qu'on va appeler remontants. OK? C'est des fraisiers, c'est nos fraises d'automne au Québec. Donc, c'est des fraisiers qui vont fleurir en continu. Ils sont divisés, on peut les diviser en 2 groupes, les everbearing et les day-neutral. Les everbearing, je ne ferai pas de distinction là, lors du webinaire entre ces 2 groupes-là parce que la ligne n'est pas clairement définie, mais les everbearing vont fleurir même, plus la photopériode est longue, plus ils vont fleurir rapidement, alors que les day-neutral vont fleurir également, quelle que soit la longueur du jour. Donc, si on passe au jour court, donc, dans ce tableau-là, je voulais vous résumer un peu la vie d'un fraisier à jour court. Donc, imaginons-nous, on est d'une pépinière. OK, le pépiniériste est en train de préparer ses plants. Donc, pour lui, il y a 2 éléments qui vont être extrêmement importants pour le développement du plant. C'est, attendez un petit peu, vous n'avez sûrement pas mon pointeur laser, je l'ai tué. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Oups. OK.
Il est où le pointeur? Il est ici, excusez-moi. On va le choisir. Bon, voilà, je l'ai. Donc, il y a deux éléments qui vont influencer les plants. C'est la photopériode et la température. Donc, imaginez, on est d'une pépinière, les plants se développent, OK, on est en plein été, la longueur du jour est longue, il fait beau, le plant va se développer végétativement, OK? Donc, il n'y aura pas de floraison, il va juste faire des feuilles, des stolons. Par contre, rendu en septembre, la longueur du jour diminue. Lorsque la longueur du jour tombe sous 12-13 heures, ça va initier la floraison ici chez le fraisier à jour court. Initier la floraison, je veux dire quoi? C'est que les méristèmes vont se transformer d'un méristème végétatif à un méristème floraux. Donc, il va former des fleurs au lieu de former des stolons et des feuilles. Donc, ça va sortir ici. En temps normal, ces fraisiers-là se retrouveraient sous la neige et se redévelopperaient au printemps pour former vraiment les fleurs et les fruits. Donc, ça s'initie à l'automne et ça s'exprime au printemps. Mais par contre, on est d'une pépinière. Puis, on est au Québec. Donc, au Québec, qu'est-ce qui se passe? C'est que la température descend également. Donc, la combinaison baisse de lumière et baisse de température va amener quoi? Va amener l'entrée en dormance. Donc, les plants se préparent pour passer l'hiver. Donc, les amphloras, pas les amphloras, mais les feuilles, les pétioles vont raccourcir, le plant va ressembler un peu plus à une rosette. Donc, l'entrée en dormance se fait ici. Le plant va rester en dormance normalement jusqu'au printemps, mais là, les pépiniéristes vont les prendre, vont les stocker au frigo. On met cette dormance-là, ce que je veux dire, pour que le plant puisse se remettre à produire, il faut lever la dormance. Okay? C'est quoi la levée de la dormance? C'est ce qu'on appelle le chilling. Donc, le chilling, c'est une période de froid en bas de 7 degrés que le plant doit subir pour se remettre à produire. Je vais en parler plus tard un peu là, de ce à quoi ça ressemble à un plant sans chilling ou avec chilling, mais le plant a besoin de cette période-là. Donc, officiellement, le plant entre en dormance et il va devoir rester entre 400 et 1200 heures selon les variétés au froid avant d'être disponible pour être produit en serre. Donc, cet élément-là limite beaucoup la disponibilité des plants à l'automne. Par contre, il y a des stratégies. Le Night Interruption Lighting, okay, on va le voir plus tard comment ça fonctionne, mais c'est une stratégie d'éclairage qui permet d'éviter l'entrée en dormance et de lever la dormance, donc de remplacer des heures de chilling sur des variétés. Donc ça nous donne un outil pour jouer avec des fraisiages au cours dans différentes photopériodes. Donc, on va aller sur la prochaine diapo ici. Donc, si on repasse au jour court, comment ça fonctionne? Donc, on voit ici à Lévis, okay, la photopériode à Lévis. Donc, on part là, en hiver près de 8h30 de photopériode, on va chercher 16 heures et on revient. Vous vous souvenez de notre seuil critique, c'est entre 12 et 13 heures. Donc, à partir du début septembre, c'est là que les plants vont commencer à initier leurs fleurs, jusque si les plantes sont dans des bonnes conditions jusqu'en mars-avril. Après, il n'y a plus de fleurs qui vont être initiées jusqu'à l'automne suivant. Puis ça, je ne rentrerai pas dans le détail, vous pourrez voir, mais ce seuil-là va varier en fonction de la température. Donc, chez le pépiniériste, c'est important parce que lui, si on a un automne chaud ou froid, ça va influencer l'initiation florale. Donc, c'est vraiment la formation des fleurs dans le cœur. Ce n'est pas la floraison, c'est l'initiation. Donc, les fleurs se forment dans le cœur du plant. Prochaine diapo. Donc, ce qui est extrêmement important de se rappeler, c'est que dans les fraisiers à jour court, l'initiation florale, l'entrée en dormance, le chilling, okay, sont réalisés sur le pépiniériste. C'est le pépiniériste qui est responsable de former le plant. Puis vous, de votre côté, comme producteur, vous, c'est d'exprimer le potentiel de ce plant-là en production de fruits. Le pépiniériste a quand même une façon de savoir est-ce qu'il vous vend un plant qui a beaucoup de fleurs à l'intérieur du cœur ou non. Donc, une stratégie qu'ils vont utiliser qu'on appelle le flower mapping, donc une cartographie du développement. Donc, le producteur va dépecer si je peux me permettre, dépecer son plant de fraises et il va regarder chacun des bourgeons, est-ce que c'est un bourgeon floral ou végétatif. Donc, dans le cas ici, on voit que les points rouges, c'est des bourgeons floraux et les points verts, c'est des bourgeons végétatifs, c'est-à-dire des bourgeons qui vont donner des feuilles ou des stocks. Le chilling, OK, je vous en ai parlé tantôt. Donc, le chilling, c'est quoi? Les plants entrent en dormance. Puis le chilling, c'est la période de froid pour lever cette dormance-là. Donc, si un plant, vous prenez un plant qui est entré en dormance, vous le mettez dans votre serre, le plant n'aura pas de croissance vigoureuse. Ses feuilles, ses hampes florales vont être courtes, puis ils ne seront pas capables de produire là, adéquatement. La qualité du pollen va être mauvaise, on va avoir des fruits difformes. Donc, ça va être un plant type, vraiment une rosette. Là. Si
à l'inverse, on a un chilling excessif. Okay? Donc, c'est un chilling qui peut amener vraiment un développement végétatif, là, des grosses feuilles, des grosses arbres florales. Donc, il faut trouver le juste milieu entre les deux. Donc, le chilling va vraiment influencer l'équilibre végétatif reproductif. Donc, les plants de fraises du type jour court sont disponibles quand? Bien, ils sont disponibles en novembre. OK, les plants sont chez le pépinériste. En novembre, ils seraient disponibles, mais le chilling n'est pas complet. Donc, il y a toujours moyen de faire quelque chose, mais le chilling n'est pas complet ici. Officiellement, c'est en décembre que les plants sont disponibles jusque souvent fin août, début septembre. Après, il y a toujours des plants, mais les plants sont vieux, ça fait longtemps qu'ils sont au frigo, au congélateur, donc le rendement est inférieur. Les jours neutres, eux, ça a l'air plus simple, mais c'est même quasiment plus difficile, plus compliqué. C'est que les jours neutres vont fleurir, eux autres, quelle que soit la longueur du jour. Donc, vous pouvez voir ici à gauche, c'est le stade de développement des fleurs, et en bas, sur l'axe des X, la photopériode. Donc, on voit une variété comme l'albion ici, qu'on connaît quand même assez bien. Donc, l'albion, plus la longueur du jour est longue, plus la vitesse de floraison est grande. Donc, ça, c'est l'albion, comparativement à la portola, qui est une autre variété, qu'elle, vraiment, c'est une day neutral, une jour neutre. C'est quelle que soit la longueur du jour, c'est la même vitesse de floraison. Donc, on a vu la dormance. OK? Donc, sur les jours neutres, la dormance va se produire aussi à l'automne, mais on peut prendre les plants quand même assez tôt, donc ils sont peu ou pas entrés en dormance. Puis le chilling chez les variétés à jour neutre, il est nécessaire, mais il est moins important que sur les variétés à jour court. Donc, c'est un peu moins un enjeu de ce côté-là. Donc, il est possible à l'automne, si vous voulez partir une production, à l'automne, d'entrer des plants à jour neutre directement dans la serre. Donc, la photopériode n'influencera pas nécessairement l'initiation florale, donc vous pouvez les rentrer à ce moment-là. Donc, disponibilité, comme je le disais, sont disponibles à l'année, les fraisiers à jour neutre, comparativement à fraisiers à jour court, où souvent ça va aller en décembre. Donc, je vous parlais de la stratégie pour lever le chilling, okay, ou empêcher l'entrée en dormance des plants. C'est une stratégie d'éclairage photopériodique, le Night Interruption Lighting. Okay? Donc, le NI. C'est quoi? En gros, c'est de faire accroire au plant qu'il va vivre dans un environnement où la photopériode est longue. Donc, c'est associé avec une hausse des températures. Donc, ça permet vraiment de produire des plants de jour court hors saison. Donc, il y a vraiment, comme je le disais, bon, c'est pour éviter l'entrée en dormance, remplacer les heures de chilling et stimuler la floraison aussi, ces fraisiers à jour neutre. Parce que comme on voit l'albion, plus la photopériode est longue, plus ils vont fleurir. Donc, comment on fait ça? Vous pouvez utiliser les lampes incandescentes. Les lampes on a besoin de 10 watts au mètre carré. Donc, c'est 100 watts, une lampe de 100 watts pour 10 mètres carrés. L'important, c'est qu'il y ait du rouge lointain à l'intérieur. Donc, avec les incandescentes, il n'y a pas de problème. Si vous utilisez des LED, là, il faut du LED avec du rouge lointain. Puis, vous avez besoin juste d'un à 3 micromoles. Donc, ce n'est pas énorme. La stratégie, il y en a 3 possibles, mais souvent, c'est un 15 minutes on, 45 minutes off toute la nuit. Donc, cette stratégie-là n'est pas utilisée tout le temps. C'est utilisé lorsque vous voulez produire des plants jour court, lorsque vous produisez des plants jour court à l'extérieur de la période normale. Donc, ici, on va juste passer vite. Ça, c'est un plan. Vous pouvez voir ici à gauche, c'est des plants qui ont été placés dans une serre sans les heures de chilling, sous une période de jour court. Donc, vous voyez le type rosette que je vous parlais. Et si on utilise le Night Interruption Lighting, vous pouvez voir ici la grandeur des feuilles. Donc, c'est vraiment la différence que vous allez observer. Également, bon, les plants qui sont disponibles souvent pour des cultures en serre, on va viser des gros plants. Okay? Donc, souvent, ça va être des plants, des mini-traits ou des traits plants qui vont être produits. Quoi d'autre? Bon, type de plants, lorsque vous les achetez, visez davantage des gros plants, surtout les jours courts. Dites-vous, le jour court, le plant est bâti chez le pépinériste, ce qui fait que plus il est gros, plus il y a de cœur, mieux c'est. Il y a de couronne. Les jours neutres, on vise également l'achat de traits plants, de gros plants, parce que la production active va être plus grande. Donc, en fonction, là, pour le choix du type de plant va vraiment dépendre de quoi? De votre période de production. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voulez-vous devancer votre saison de vente? Vous voulez viser une période de production bien particulière? Vous voulez produire en continu?
C'est quoi votre marché? Vente au kiosque, vente de grande distribution. Donc, le choix du type de plan, le choix de ces éléments-là vont influencer votre choix du type de plan. Donc, ici, c'est une liste non exhaustive de quelques variétés qu'on utilise d'insert au Québec, là, que je croise souvent. Donc, la Cléry, Sonata, Yambu, l'Audrey. Donc, c'est des variétés à jour court. Ce n'est pas les seuls, il y en a d'autres. Sur les fraisiers à jour neutre, on va retrouver beaucoup l'Albion, Charlotte, Murano, Florida Beauty, Seascape. Donc, c'est toutes des variétés qui ont des avantages et inconvénients. Donc, avec le pépiniériste, vous allez pouvoir regarder laquelle correspond mieux à vos besoins. Donc, vous voyez, là, avant de passer au calendrier, il y a deux types de variétés, les jours courts et les jours neutres. Donc, le choix là, de chacun va influencer les calendriers qu'on va voir par après. Donc, les différents calendriers possibles, comme je disais, c'est le type de plan, la variété, le moment d'introduction, l'éclairage photopériodique que vous pouvez utiliser et l'éclairage de photosynthèse. Donc, tous des éléments sur lesquels vous pouvez jouer votre production. Donc, ici, donc là, c'est un tableau résumé des deux principaux types de plans. Donc, on se souvient, nos jours courts, c'est le type sprinter, nos jours neutres, c'est le type marathonien. Donc, jours courts, c'est des plans qui ont une durée en serre de 14 à 16 semaines. Okay? Donc, vous les rentrez, ça dure 14, 16 semaines et c'est fini. Donc, il y a une durée de récolte de 5 à 6 semaines. Les rendements que vous pouvez attendre, c'est 4 à 5 kilos par mètre carré, avec un pic à 1 kilo par semaine. Donc, c'est quand même assez intense en entretien, mais sur une courte période de temps. Donc, il faut penser qu'il faut avoir des employés ici quand c'est le temps de récolter. Distribution, bon, le rendement, ça va varier. Vente à la ferme, souvent, c'est pour vente à la ferme, extension de production. Vous avez déjà une production de quelque chose, vous voulez devancer ou terminer plus tard. Pas besoin nécessairement d'éclairage de photosynthèse. Excusez-moi, M. Couture, oui? Je m'excuse, Oui? On entend votre chien, je pense. Oui, c'est vrai, on l'entend un petit peu. Attendez-moi un instant. Ah, ben oui, excusez-moi. Je m'en doutais un petit peu. Imaginez essayer de dormir avec ce chien-là toutes les nuits. Ah, boy. Bon, OK, on rembarque. Donc, on a nos jours courts, OK? Donc, c'est très intense, 4 à 5 kilos, OK, par cycle, 14 à 16 semaines. Alors que les jours neutres, notre style marathonien, eux autres, c'est pour une longue période. Donc, on va viser quasiment jusqu'à 10 mois dans la serre. OK? La récolte va commencer 8 à 9 semaines après la plantation. Puis elle va s'étirer jusqu'au moment où vous l'arrêtez. Donc, on peut viser sur un cycle, on peut penser un cycle là, jusqu'au début juin, de 8 à 10 kg par mètre carré dans ce cycle-là, à 0,25, 0,3 kg par semaine. Vous voyez que c'est moins que ça, c'est moins que le jour court, mais c'est à long terme. C'est stable sur l'année, donc la main-d'œuvre est stable. On vise davantage des marchés de grande distribution, des épiceries, un kiosque annuel. Mais on a besoin d'éclairage de photosynthèse pour l'hiver. Mais il y a aussi un autre élément, c'est un risque élevé de phytoprotection parce que ça reste longtemps dans la serre. Donc, on peut voir ici rapidement un fraisier à jour court. Ça ressemble à quoi? Ça s'étire sur 16 semaines. Donc, on a 5 semaines de croissance, enracinement, qui peut varier un peu. Ça peut toujours varier en fonction des températures. On a la floraison et la récolte jusqu'à la fin. Donc, c'est des durées moyennes, comme je vous disais. Donc, cet itinéraire, comme je dis, on pourrait la placer n'importe quand dans l'année. Mais par contre, il faut tenir compte de différents éléments, dont la disponibilité des plants, la lumière. Ça, je dirais passer, la lumière, le soleil, l'éclairage, c'est vraiment essentiel pour toutes les cultures, puis les fraises particulièrement. Chauffage, CO2, la main-d'œuvre. Donc, lumière et CO2. OK? La fraise a besoin d'un minimum de 12 moles de lumière. Là, vous allez dire, bon, pourquoi Sébastien travaille en moles? C'est que les moles, c'est une lumière, c'est une mesure de lumière à l'intérieur de la serre. Donc, en disant qu'on a X moles, ben, on néglige quel type de serre on a parce que c'est une lumière mesurée à l'intérieur. Mais pour fin là, de culture en serre, le 12 moles correspond à quoi? À peu près à 880 joules pour une serre de plastique, puis à 715 joules pour une serre de verre. Okay? Donc, ça, c'est le minimum. L'optimum de la fraise se situe autour de 20 moles. 20 moles, c'est quoi? Pour une serre de plastique lumineuse, c'est 1500 joules à l'extérieur. Pour une serre de verre, 1200 joules intérieure. Donc, le type de serre et le moment de l'année, vous voyez que c'est important. Sans l'ajout de CO2 dans la serre, en hiver, il faut ajouter 30 de plus de lumière à ce besoin-là. Donc là, on va voir ici une courbe de lumière okay, au centre du Québec, à Drummondville. Okay, on voit notre seuil de 12 moles qui est ici. Ce qui signifie que, dépassé la mi-octobre,
jusqu'à la mi-février, okay, on n'a pas assez de lumière pour assurer une bonne production de fraises. Okay? Donc, vous pouvez essayer, mais le rendement ne sera vraiment pas là, ça ne fonctionnera pas sans éclairage de photosynthèse. Le chauffage, il faut voir aussi, est-ce que dans votre serre, votre chauffage permet de maintenir une culture? Est-ce que c'est rentable? Donc, il y a toujours une analyse là, économique qui doit s'imposer là. Le CO2, en période estivale, ce n'est pas nécessaire, mais en période automnale, hivernale, printanière, c'est essentiel. Puis avez-vous assez de main-d'œuvre? Comme je disais, les fraises à jour court, c'est un type sprint. Il faut que les travailleurs soient là, alors que les journaux, il faut qu'ils soient là, mais moins de personnes sur une plus longue période de temps. Donc, voici, journaux, comme je disais, c'est un peu la même chose ici. Donc, 4-5 semaines l'enracinement après la floraison et la récolte, mais la récolte va se produire en continu jusqu'à ce que vous décidiez d'arrêter votre culture. La période d'enracinement peut bouger parce que moi, mon seuil, c'est 4 feuilles trifoliées par plant pour pouvoir garder une hampe florale. Donc, si vous avez des plants qui ne s'implantent pas bien, il est possible d'enlever les fleurs, puis de laisser grossir un peu. Donc, si vous autres, pour un plan journaux, c'est le producteur qui est responsable de son initiation florale et de son développement. Donc, il y a différents calendriers qu'on voit au Québec. Okay? Là, je résume les principaux. Le forçage de printemps. Le forçage de printemps, c'est quoi? On n'a pas besoin d'éclairage de photosynthèse. C'est souvent ce qu'on va voir. Donc, les plants vont entrer fin février dans la serre pour la période de croissance. La floraison, début mai, récolte, et ça se termine pour la mi-juin, pour l'arrivée des fraises de champ. Donc, pas besoin d'éclairage jusqu'au 1er février. Il est possible des fois de faire des vagues, un petit peu de vagues d'entrée successives pour étirer la récolte. Donc, comme je vous mentionnais tantôt, c'est 4 à 5 kg par mètre carré, donc à peu près 350-375 grammes de flux par plant. Ça, c'est le premier. On pourrait, si un producteur a accès à des lampes artificielles et ne veut pas avoir une production sur toute l'année, il est possible de faire un forçage d'hiver. Donc, les plants vont entrer beaucoup plus tôt en janvier, mais il faut absolument de l'éclairage pour sortir une récolte mars-avril. Comme je disais, il est possible aussi de faire quelques vagues successives dans ce scénario-là. Le forçage d'été. Donc là, on a fait un forçage de printemps qui se termine mi-juin. Il est possible de rentrer des fraises, mais là, il y a des gros enjeux. Okay? Il y a des gros enjeux de température. Il fait chaud dans la serre au mois de juillet. L'enracinement et la croissance risquent d'être difficiles. Donc, les fleurs risquent de sortir trop vite. Mais c'est possible de faire, mais il faut une serre extrêmement bien ventilée pour réussir. Puis, dépasser la mi-octobre, vous vous souvenez de notre seuil de mi-octobre, commence à être difficile ici là, pour rentabiliser cette période-là. Donc, ce n'est pas un scénario qui est facile. Un autre scénario serait un peu la même chose, mais avec des fraises à jour neutre. Donc, on y rentre en juillet, c'est un peu le même que le précédent, mais la récolte octobre-novembre va être difficile aussi à rentabiliser. Ce qui est possible de faire, c'est que pour rentabiliser cette serre-là, suite à un forçage de printemps ou d'hiver, ça serait de mettre une culture alternative, le concombre, une culture qui pousse vite, pour être implanté fin juin et assurer une récolte jusqu'à ce que la lumière soit plus disponible. Donc, ça, c'est toujours quelque chose de possible avec des fraises à jour, pour faire suite à des fraises à jour court. Le dernier, ce qu'on voit quand même beaucoup au Québec, c'est production de fraisiers à jour neutre, okay, mais avec éclairage de photosynthèse tout l'hiver. Okay? C'est vraiment notre marathonien. Donc, les plants vont être entrés fin septembre. Dès que les plants sont prêts, les pré-plants sont prêts, ils rentrent dans la serre, sans dormance nécessairement. Ils vont se développer, assurer la floraison. Fin novembre, début décembre, on commence déjà à pouvoir récolter et on étire ça. Donc, on parle d'à peu près, comme je vous disais, 0,25 à 0,3 kg par mètre carré par semaine. Donc, ce qui donne là, souvent là, entre 8 et 10 kilos. Moi, j'ai des producteurs qui ont sorti du 11 kilos, puis avec quand même là, autour de 150 micromoles de lumière, puis un système standard que je vais vous expliquer plus tard. Mais il est possible dans les serres de verre avec plus haute densité, avec bien de lumière artificielle, il y en a qui réussissent à parler de 20 kilos par mètre carré par an en Ontario. Donc, il est possible d'augmenter ce rendement-là. Donc, vous voyez, avant de passer à ce chapitre-là, il y a différents scénarios possibles en fonction des fraises d'été, des fraises à jour court, des fraises à jour neutre. Donc, vous pouvez jouer sur le scénario que vous voulez en fonction de la lumière, des équipements, des travailleurs et autres. Chapitre 3, là, je vais voir si je suis dans le temps. Je pense que c'est pas pire, ça. OK, on va l'avoir. Donc, disposition des rangs.
densité et équipement. Okay? Donc là, c'est sûr que là, je parle beaucoup plus d'une serre de type hydroponique. Okay? Pour la production biologique, ça peut être un peu différent étant donné les limitations pour le volume du substrat. Donc, pour les serres, disposition des rangs, donc il faut prévoir un espacement sans traçante entre les gouttières entre 1,05 et 1,15 m. Okay? Les plants sont généralement cultivés sur des gouttières suspendues ou surélevées, okay? Pour assurer les travaux de récolte. Donc, souvent, on va voir, moi, ce que j'aime bien, c'est une hauteur du terreau à peu près 1,5 m du sol. Donc, c'est possible de travailler les plants, les feuilles, tout en étant à l'aise pour la récolte des fruits. Donc, il faut travailler là, sans se pencher. C'est ça le gros avantage là, comparativement aux fraises qu'on peut retrouver dans les champs l'été. Il est possible ou non de mettre des rangs collés au mur dans votre serre. Ça dépend de ce que vous souhaitez. Donc, voici un exemple de disposition de rang pour la serre. Donc, on voit ici, on voit nos gouttières de fraises, 1,089 m sans traçant entre les gouttières. Donc, c'est ce qu'on va voir avec ici une gouttière là, à côté sur le mur avec des plants juste d'un côté. Voici un autre exemple. Ça, c'est pour 2 serres jumelées de 30 pieds de large. Donc, il y a 16 rangs dans la serre. Donc, on n'a pas de rang, vous voyez, collé sur le mur. 1,143 m sans traçant entre les gouttières. Donc, ça, c'est deux exemples de disposition de rang qu'on va voir là, très souvent là, à quelques centimètres près. Par contre, vous avez vu ce modèle-là, je peux revenir en arrière. Vous avez vu ce modèle-là ici. Donc, on a quand même, il faut de l'espace pour pouvoir travailler parce que si vous êtes trop serré, ça ne fonctionnera pas, vous allez tout briser. Donc, il faut de l'espace pour travailler, mais on a des pertes. Les pertes, on peut évaluer de la lumière, surtout si vous avez de l'éclairage de photosynthèse durant l'hiver, on peut évaluer à 30 à 40 la perte de lumière au sol. Donc, c'est énorme. Puis, il y a une perte d'espace également. Donc, si on veut augmenter la production, ben, il y a moyen d'augmenter le nombre de gouttières dans la serre. Il y a 2 nouveaux systèmes qui ont fait leurs apparitions. Okay, ce n'est pas les 2 seuls. J'ai vu des systèmes avec comme des étages, des inox et des tubes avec des fraises autour. Il y a toutes sortes de systèmes qui peuvent être utilisés dans la serre. Mais quel que soit le système que vous utilisez, on l'a vu, la lumière tantôt, l'importance de la lumière. Donc, il faut que les plants aient accès, quel que soit le système, il faut que vos plants aient accès à une uniformité de la lumière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un plant ait plus de lumière qu'un autre. Donc, l'uniformité de la lumière est vraiment essentielle parce que sinon, le climat ne pourra pas être géré et les travaux sur les plants non plus. Donc, les 2 nouveaux systèmes qui font leur apparition, il y a le swing system. Okay? Ils vont l'appeler le système oscillant. Excusez le terme anglais, c'est ce qui est utilisé beaucoup en Ontario. Donc, c'est le système oscillant. Puis le hoisting system, c'est le système de levage qu'on pourrait appeler. Donc, si je reviens sur la prochaine, vous voyez ici le swing system. Swing system, ça fonctionne comment? Il y a une gouttière, voici une serre de fraises, il y a une gouttière sur 2 qui est fixe, celle-là ici, donc sont attachées là, sur les poutrelles en haut. Des gouttières fixes, puis il y a une gouttière sur 2 qui est amovible, tirée par un câble d'acier ici. Donc, le producteur, lorsqu'il ne travaille pas dans sa serre, on peut calculer à peu près 1 mètre sans traçant entre les rangs. S'il veut travailler, il actionne le moteur, ce qui fait que la gouttière amovible va se coller sur la gouttière fixe. Ça va tomber à 90 cm sans traçante, ce qui libère 1,1 m de l'autre côté pour pouvoir travailler. Donc, on revient à notre espacement qu'on avait au début, là, dans le système conventionnel ou standard. Donc, avec ce système-là, pour un exemple de serre, là, pour une serre de 8 mètres avec 7 rangs dans la serre en espace conventionnel, ce qui est 1,14 m par rang, là, on peut aller chercher 8 rangs, c'est-à-dire un rang de plus avec le swing system. Ça, je l'ai écrit tantôt. Donc, on va chercher quand même 1 mètre quand ils sont tous en position normale. Ce système permet d'aller chercher 14 de plus de rendement. C'est 1,90 $, un estimé d'1,90 $ par mètre carré de plus en investissement. Donc, c'est quand même raisonnable pour aller chercher un 14 de plus de rendement avec ce système-là. Puis ça s'adapte quand même très, très bien à différents types de serres. Donc, vous voyez un peu le système. C'est juste un système de moteur avec j'allais dire un shaft, là, excusez le terme. Donc, ça tire d'un côté puis ça retire de l'autre en même temps. Donc, ça rapproche et éloigne les gouttières. Ici, vous pouvez voir le deuxième système, le hoisting system, donc le système de levage. L'objectif, c'est quoi? C'est de lever une gouttière sur 2 lorsqu'on veut travailler. Donc, imaginez, toutes les gouttières sont toutes espacées égales à, je pense, 0,8,
autour de 0,8 mètres centre-à-centre. Lorsque vous voulez travailler, vous levez une gouttière sur deux, vous faites travailler vos plants, récoltez. Lorsque vous avez terminé, vous réchangez, vous levez l'autre groupe de 2 gouttières et vous pouvez faire les mêmes travaux dedans. Donc, ça, c'est un système qui permet d'aller chercher beaucoup plus de rang. Donc, il se déplace verticalement, comme je disais. Donc, dans notre même exemple, une serre de 8 mètres avec 7 rangs avec l'approche conventionnelle, là, on va en chercher 10, c'est-à-dire 3 rangs de plus avec ce système-là. On est 0,8 mètres centre-à-centre en position normale, puis quand ils sont surélevés, on tombe à 1,6 mètres, donc on a amplement d'espace pour travailler. On peut espérer avoir 42 de plus de rendement avec ce système-là. Par contre, là, c'est l'investissement. Si on parle de 31,50 $ de plus par mètre carré. Donc, c'est extrêmement cher. Est-ce que ça vaut la peine? Peut-être si c'est designé un peu, si c'est fait localement, si c'est fait personnellement par le producteur. Puis ce qu'il faut envisager aussi, c'est que la serre doit pouvoir supporter le système. Donc, il faut que les poutrelles tiennent, il faut que la serre soit assez résistante pour supporter ce nombre de gouttières-là aussi. Ça, c'est quoi d'important? Quand vous achetez une serre pour de la fraise, spécifiez-les bien au constructeur pour être sûr que la serre puisse supporter le poids des gouttières. On peut voir ici le système là, qui est sur élève rebaisse. Donc, je ne vais pas plus en détail là-dessus. Les densités, donc pour la fraise à jour court, okay, on va viser des densités de 12 à 16 plants par mètre carré, ce qui revient à peu près à 13 à 17 plants par mètre linéaire. Donc, les plants sont toujours placés un d'un côté, l'autre de l'autre côté, dans le rang, en alternance. Pour la fraise à jour neutre, un peu moins de densité, parce qu'on garde les plants plus longtemps puis ils vont se développer. C'est 8 à 10 plants par mètre carré, ce qui revient à 9 à 11 plants par mètre linéaire. Dans les autres systèmes, si vous optez pour un système équivalent au swing et autres, il faut respecter la densité au mètre linéaire là, pour assurer une belle production. Pour la culture de fraises, bon, il y a différents équipements qu'on doit avoir, donc un peu quel que soit le type que vous voulez. Donc, les gouttières de culture, il y en a chez TC, Météor et autres. Des crochets pour la production de fraises, je vais vous le montrer, des truss and leaf support, des bandes de support de grappe et des fils de support de feu. Donc, ça ressemble à quoi? Donc, on peut voir ici une gouttière en conventionnel, je peux dire, là, en hydroponique. Donc, on a la gouttière de culture surélevée avec le tube d'irrigation. On a en haut les fils de support de feuilles. Les fils de support de feuilles ne permettent pas de surélever les feuilles. On va en parler plus tard, mais les producteurs vont faire ce qu'on appelle le peignage. Donc, lorsqu'ils vont travailler le plant, ils vont prendre les feuilles, ils vont les amener derrière le support de feuilles et ils vont prendre les grappes et ils vont asseoir les grappes sur la bande de support de grappe ici. Donc, la bande de support permet de supporter la grappe et éviter qu'elle plie. Comme on dit dans les tomates, qu'elle kink, parce qu'une grappe pliée, kinkée, il y a moins de sucre qui se distribue dans le fruit qu'on va avoir. Ça va être des plants, pas des plantes, mais ça va être des fruits un peu albinos, donc des fruits un petit peu plus blancs, sans goût. Donc, c'est extrêmement important d'avoir ça, il faut faire attention. Donc, on peut voir ici le dessous d'une serre de fraises qui est totalement dégagée. Le système peut être attaché en haut, vraiment sur les poutrelles avec ici là, tous les crochets, ou le système tabletop, donc le système vraiment sur des poteaux. Si la serre ne permet pas de supporter, il y a toujours moyen d'utiliser le tabletop avec les mêmes espacements qu'on a vu tantôt. Donc, on le voit ici vraiment comment c'est fait, tabletop, les gouttières, avec les fils de support de feuilles qui sont attachés en haut et les bandes de support de grappe qui sont ici. Donc, là, j'ai vu, là, ce que je veux juste dire là-dessus, ça, c'est pour le système okay, en hydroponie. Pour ceux qui voudraient travailler en biologique, là, c'est l'élément qu'on va voir dans le prochain chapitre au niveau du volume de substrat. Donc, le volume de substrat devient le facteur contraignant. Donc, vous devez pratiquement obligatoirement travailler au sol. L'espacement entre les rangs va varier en fonction du type de contenant que vous allez utiliser. Donc, substrat et contenant, je suis correct dans le temps. Voilà, c'est bon. Donc, substrat et contenant, c'est bon. Qu'est-ce que demande un fraisier? Okay? Le fraisier demande un substrat avec une grande porosité et une faible salinité. Donc, ça, c'est extrêmement important. Le plant de fraise n'aime pas se retrouver les pieds dans l'eau. Il n'aime pas non plus subir des grandes variations du taux d'humidité dans le substrat. Donc, il faut un substrat là, qui a de l'air. Il faut essayer d'éviter aussi, c'est pas que ça ne fonctionnerait pas, il y en a qui ont réussi, mais des substrats comme la laine de roche, le NFT ou de l'aéroponie sont moins adaptés à la culture de fraises.
Pourquoi? C'est au niveau du goût du fruit. Donc, puis le fraisier se développe très bien dans des substrats organiques. La tourbe, le coco, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Voici en gros les principales caractéristiques que le plant de fraise demande. Donc, une porosité en air. Si on est capable d'aller chercher 25 et plus, c'est l'idéal. Une rétention en eau de 60. Donc, il faut quand même que le substrat retienne son eau. Comme je vous dis, il n'aime pas les grandes variations. Coco, substrat à base de tourbe, ça fonctionne très, très bien. On évite ces deux-là. La salinité. Donc, salinité faible, ça, là, on a parlé de la lumière tantôt, qui est extrêmement importante. Là, on va revenir à salinité. La fraise, c'est une culture qui n'aime pas les sels. Donc, on va travailler, on en parlait tantôt, mais on travaille avec une salinité de 1 millisiemens à la plantation. Ce qui fait que si vous achetez un substrat qui a 3 ou 4 millisiemens à l'intérieur, vous venez de bloquer complètement le développement de votre plante. L'irrigation, on a parlé, éviter les grandes variations. En hydroponie, on vise 1 à 2 litres par plant de substrat, tandis qu'en production biologique, c'est là que ça se complique un petit peu. La norme oblige d'avoir 2,5 litres par mètre carré par semaine de culture. Donc, si vous avez 10 semaines, par exemple, dans serre, on parle de 25 litres au mètre carré. Pour un maximum de 60. Donc, si vous faites de la fraise à jour neutre, okay, sur tout l'hiver, il faut 60 litres de substrat par mètre carré, alors qu'en production hydroponique, on parle d'à peu près 16 litres par mètre carré. Donc, il y a un gros enjeu de ce côté-là au niveau de la culture biologique. Plantation, souvent, on va viser 5 plants par pot de 8 litres. Pour les jours neutres, les jours courts, 6 à 8, pour aller chercher la densité que je vous parlais de 8 à 10, puis de 12 à 16 plants au mètre carré. Contenant, bien, idéal, c'est d'avoir un contenant plus haut que large. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir une colonne d'eau, donc permettre au substrat de bien se drainer. Puis l'uniformité essentielle. Donc, si vous travaillez avec des bacs, vous travaillez avec des sacs, l'uniformité entre les substrats est essentielle, sinon vous ne serez pas capable de gérer votre irrigation. J'ai mis ici quelques types de substrats qu'on peut retrouver là, sur le marché. C'est une liste non exhaustive. Là. Donc, Berger, BM6, BM4 travaillent très bien. Lambert, j'ai des beaux résultats actuellement en EPM 50. Sungrow, j'ai d'excellents résultats aussi avec. Fafard aussi, c'est ceux-là. Dans le passé, j'ai travaillé avec ceux-là, ça travaillait très, très bien. Il est possible de travailler aussi avec du coco, donc Jiffy ou autre, un coco quand même assez aéré. Le contenant, le contenant que vous avez à choisir pour la culture, on a vu les substrats. Donc, au niveau du contenant, première chose, le contenant doit pouvoir s'ajuster sur la gouttière. S'il ne rentre pas, ça ne fonctionne pas. Donc, il est plus facile de travailler avec des petits contenants pour la préparation de la serre. Les contenants sont préparés à l'extérieur et sont ramenés dans la serre. Donc, plus ils sont petits, mieux c'est. Certains contenants aussi, vous allez voir, ont des côtés arrondis pour supporter les grappes. Donc, ça peut remplacer les bandes de support de grappes. Puis là, j'en profite tout de suite pour en parler. C'est que quand vous placez vos plantes dans le bac, okay, il est important de placer, vous achetez un tray plant. Le tray plant ne doit jamais se placer à la verticale, toujours en angle. Donc, imaginez que vous avez le substrat ici, la ligne de substrat, vous avez votre tray plant qui est placé de côté, mais le coin du tray plant devrait sortir du substrat. C'est important pour les risques de maladie, mais c'est important aussi pour placer le plant de côté. Le plant, il forme aussi une virgule. Donc, ce qu'on veut, c'est d'avoir la virgule vers l'extérieur du contenant, ce qui fait que les hampes florales vont toujours sortir du côté extérieur de la virgule. Donc, les hampes florales vont sortir du bon côté, puis ça va faciliter le peignage du plant par après, puis amener les hampes. Donc, ça, c'est très, très important. Il ne faut jamais asseoir un plant dans le fond du contenant. Travailler des contenants plus profonds, hauts que larges. Puis, comme je vous disais, il est aussi possible de travailler des sacs de coco. Donc, ceux qui veulent installer, en Ontario, ils travaillent beaucoup avec ça. Au Québec, on est plus avec des bacs. Donc, c'est une question de choix. Donc, ça, les deux fonctionnent. Dans les bacs que la majorité des producteurs vont utiliser ici, on a des bacs soit de bateau, Beckham Camp, des contenants d'à peu près 8 litres de 50 cm de long, où on va placer entre 5 et 6 plants. La même chose ici, on peut travailler avec des plants plus longs. Vous voyez ici le plan, le bac, là, sur le côté ici, donc ça aide les deux supports pour supporter les grappes. Vous pouvez travailler avec des plants, des pots de Meteor System un peu plus petits avec 2 plants. Puis il y en a d'autres ici, PlantLogic aussi. Donc, vous pouvez magasiner là, votre contenant. L'important, c'est qu'il fit sur votre gouttière de culture. Donc, vous voyez, si on résume le 4, le chapitre 4, donc c'est un substrat. Ce qu'il faut, c'est un substrat aéré, à basse salinité, puis le contenant, essayer d'éviter un contenant plat, viser un contenant beaucoup plus lourd. Donc, ça c'est bon.
parfait ça. OK. Donc, chapitre 5, irrigation et fertilisation. OK. Là, il y a beaucoup de choses dans ce chapitre-là. OK. On va voir là, si je rentre dans le détail ou non, mais en tout cas, vous allez avoir toutes les informations, tous les tableaux. Donc, la fraise n'aime pas se retrouver les pieds dans l'eau. Ça, je l'ai dit tantôt, je le redis encore, il faut un substrat très aéré. Il faut également éviter les changements rapides de contenu en eau dans le substrat. OK? Donc, c'est-à-dire si le substrat devient très sec, très mouillé, des variations de taux d'humidité, il faut essayer d'éviter ça. Il faut que le contenu en eau du substrat soit beaucoup plus stable que les autres cultures en serre. S'il y en a d'entre vous là, qui cultivez des tomates, concombres et autres, on va travailler dans la fraise avec des cycles plus petits et un assèchement entre les cycles beaucoup plus petits que dans les autres cultures en serre. Important, l'eau d'irrigation. Okay? Souvent, c'est un facteur qu'on va négliger. Bon, l'eau, elle vient avec la ferme, puis on la prend. Dans les cultures, comme par exemple la tomate, oui, c'est important, mais ce n'est pas mortel, entre guillemets, tandis que dans la fraise, ça l'est. Imaginez, on en parlait tantôt, mais la salinité de l'eau d'irrigation en hydroponie dans les premières semaines est de 1 millisiemens. Okay? Donc, c'est pas rare. Moi, j'ai vu des sources d'eau qui contiennent 1,2 à 1,3 millisiemens de sel, souvent du sodium, du chlorure au départ, ou du calcium. Donc, si votre eau contient 1,3 millisiemens au départ, puis il faut que vous irriguiez à 1, bien, totalement impossible de mettre les autres éléments dans votre eau. Donc, l'eau d'irrigation doit être d'excellente qualité pour la fraise. Okay? Beaucoup plus que pour toutes les autres légumes en serre. Donc, ça, je l'ai mentionné, substrat aéré, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est très, très important. Dans l'irrigation, ce qui est essentiel, c'est de suivre ce qu'on donne aux plants. Okay? Il faut être capable de mesurer le volume que vous donnez à l'envoi et au drain, la salinité, la même chose, et le pH. Donc, un pot d'envoi puis une dalle de lessivage, c'est essentiel parce qu'il faut pouvoir suivre l'irrigation pour éviter de noyer nos plants et permettre un bon développement. Au niveau des goutteurs, souvent, on va recommander des goutteurs de 2 litres, si possible, ici. Vous voyez les goutteurs. Donc, le but, c'est de ne pas avoir un goutteur trop puissant pour permettre de donner des plus petits cycles là, dans la serre avec des niveaux d'eau plus faibles. On va viser en 2-3 goutteurs par pot. Tu sais, les pots de 8 litres qu'on a vus tantôt, donc on vise à peu près entre 2 et 3 goutteurs. Puis, ce qui nous donne à peu près là, 2 à 4 litres de terreau par goutteur. Puis, il faut une uniformité de distribution d'eau d'un bac. Donc, il faut s'assurer que les goutteurs coulent tous également. Donc, au niveau de l'irrigation, il y a 2 phases principales. Donc, la phase d'enracinement qui va durer à peu près 3 semaines. Donc, ça, c'est la phase où vraiment les racines vont se développer dans le substrat. On ne vise pas un développement foliaire ni une sortie des fleurs à ce moment-là. On va viser vraiment l'enracinement. Et après, on a la phase croissance et production qui va commencer là, souvent lorsque les premières enflorales se développent. Donc, si on regarde nos 2 phases, okay, au niveau de la salinité, là, j'ai mis beaucoup de choses dans les 2 prochains tableaux. Okay, vous allez avoir toutes les informations pour vous autres. Puis, on pourrait donner un webinaire là, de 2 heures juste sur les stratégies d'irrigation. Mais quand même, là, j'ai mis les principaux éléments. Donc, on vise une salinité très basse à l'envoi et au drainage. Si vous travaillez en biologique, on va viser un ajout d'engrais qui va permettre de respecter cette salinité-là au niveau du substrat. Et au niveau de la croissance, on va commencer là, à la floraison vers 1,5, puis on va monter graduellement 2,2 millisiemens au drain, à l'envoi au début récolte pour redescendre par la suite. L'objectif, c'est de viser au drainage 1 millisiemens à l'enracinement, mais 2 à 2,3 au niveau de la croissance-production. Jour court, on va viser plus 2, puis 2,3 pour les jours neutres. pH 5,8, 6,5. Utiliser du fer, des TPA 11 %. Parce qu'il n'est pas rare que le pH va monter au-dessus de 6,5, 7, puis le fer, 13 % ne fonctionnera pas. Il y a deux éléments. La eucélite consommée, la consommation en eau, je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure, mais moi, c'est 2 indicateurs qui me permettent de suivre la consommation en eau et en engrais de vos plants, qui permettent de voir est-ce qu'on est sur la ligne. Parce que j'ai vu très souvent des problèmes de qualité de fruits juste reliés à une mauvaise consommation en eau. Le prochain chapitre, là, on va embarquer là, au niveau du climat. Vous allez voir que l'activité de la culture est extrêmement importante. Donc, la eucélite consommée, je vais vous le montrer, mais on vise moins de 1 en 2,4 ici. Puis la consommation en eau,
c'est en bas lors de la phase d'enracinement, les plants ne sont pas gros, donc on vise en bas de 0,75 ml par mètre carré par joule, alors qu'en croissance-production, on va viser autour de 1,4. Juste pour faire de référence, ceux qui travaillent avec des légumes de serre, on vise plus autour de 2 dans les cultures là, de tomates, concombres, etc. Donc, c'est un petit peu en dessous ici au niveau de la fraise. Bon, là, il y a du détail là-dedans, mais je vais résumer les principaux éléments. Okay? C'est la fréquence d'irrigation. Fréquence d'irrigation, dans la phase d'enracinement, il ne faut pas noyer les plants. Donc, un cycle, 2-3 jours si vous êtes en tourbe, coco, 1 par jour. L'important, c'est la motte que vous avez plantée. Il ne faut juste pas qu'elle sèche trop. Donc, c'est cet élément-là, là, les premières semaines, les 2-3 premières semaines, là, même un peu plus, c'est à peu près ce qu'on va viser comme stratégie. Dans la croissance et production, comme je vous disais, là, on va travailler avec des cycles un peu plus courts. Donc, la fréquence, on va viser un assèchement entre les cycles entre 3 et 3,5 de la RFU. La RFU, c'est quoi? C'est la réserve en eau facilement utilisable. Donc, on va viser un assèchement entre 3 et 5 Donc, le substrat va s'assécher de max 5 on donne un cycle d'irrigation, il se rassèche de 5 et autres. Il y a moyen de travailler, d'évaluer ça avec des tensiomètres ou une balance ou autre. Puis, donc, ça, on va bouger là-dessus, ce qui est beaucoup plus mouillé qu'une production de légumes de serre, pour ceux qui sont habitués. Donc, le lessivage, ça, c'est une partie importante. Okay? En l'enracinement, on va viser très peu de lessivage, ce n'est pas essentiel, mais lors de la croissance et production, il faut toujours lessiver. L'objectif, c'est d'équilibrer les sels dans le substrat, équilibrer le niveau d'eau au niveau de la serre. Donc, on vise toujours un 5 si c'est gris, 15 à 20 si c'est soleil-nuage, puis 25 à 35 s'il fait soleil. Donc, il faut toujours lessiver. Les cycles, on respecte la consommation en eau de la plante. On va souvent commencer 3 heures après le lever du soleil ou après les lampes. On va terminer 4-5 heures avant le coucher. Donc, on va essayer d'éviter les cycles au matin, très tôt, des cycles de nuit. Si ce n'est vraiment pas essentiel, ce n'est pas nécessaire. Moi, j'ai déjà perdu, pas déjà perdu, là, mais on a perdu chez un producteur les racines juste parce que les cycles s'étaient donnés beaucoup trop tôt au matin. Là. Les volumes sont reliés un peu à l'assèchement et au lessivage qu'on veut. Donc, ça, je n'entrerai pas dans le détail, mais vous avez tous les chiffres. Puis, on va viser un assèchement de nuit entre 6 à 8 du volume du substrat. Donc, il ne faut pas vous arriver le matin, puis le substrat, vous le dépotez, puis le terreau est sec, puis il n'y a plus d'eau. Donc, la fraise n'aime pas les grandes variations. Donc, on va juste assécher de 6 à 8 6 à 8 du volume du substrat durant la nuit. Donc, voilà. Au niveau des stratégies de salinité, juste décrire rapidement, là, je ne vais pas donner un cours sur la gestion de salinité, mais si votre salinité au drain est inférieure à celle à l'envoi, okay, ce que je vois souvent, c'est souvent, soit on en donne pas assez à l'envoi, mais souvent c'est la transpiration n'est pas là. Okay? Parce que vous donnez de l'eau et de l'engrais. Quand vous donnez de l'eau et de l'engrais, quand la plante évapore cette eau-là, vous comblez l'évaporation de l'eau. Si votre plante ne transpire pas, ben, le substrat va rester mouillé et vous ne donnerez pas d'eau, donc vous ne donnerez pas d'engrais, donc la plante va en manquer. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit très, très, très souvent. Donc, transpiration, c'est le mot-clé. Puis si au drainage monte trop, ben là, c'est l'inverse. On réduit un peu la salinité à l'envoi, puis on accroît les volumes d'irrigation. Jamais d'eau claire, jamais d'arrosage à l'eau claire, toujours arroser avec de l'engrais. Faites juste baisser votre salinité. La EC litre consommée, consommation en eau, c'est 2 indicateurs super importants. Okay? La EC litre consommée, c'est quoi? Sans trop entrer dans le détail, c'est la salinité à l'envoi en millisiemens multiplié par le volume, litre au mètre carré que vous donnez, moins la salinité drainée fois le volume drainé. Donc, ça correspond à quoi? Ça correspond à une quantité d'engrais qui est consommée par la plante. Donc, si ça donne 0, ça signifie que la plante n'a rien pris en engrais. Tu donnes ce que tu laisses. Donc, il faut que la plante prenne son engrais entre les deux. Donc, ça, c'est extrêmement important. La consommation en eau, si vous avez un lecteur ou même sur AgroMétéo, toujours possible de trouver les joules, il faut viser en production autour de 1,4 ml par mètre carré par jour. Si on est en bas de 1 en pleine production, c'est signe qu'il n'y a pas assez d'activation. C'est un facteur crucial pour la qualité des fruits. Fertilisation, bon, il y a différentes recettes qui existent. Okay? Il y a des recettes pour la phase croissance, des recettes pour la phase fructification. Il y a des sources là, que CTFL, North America, Jacques Pinchot avait sorti là, une recette. Donc, c'est toutes des bonnes recettes. Donc, moi, je suis comme parti un peu de ces recettes-là, puis je travaille avec une en particulier. Donc, voici en gros là, la recette que j'utilise, qui est inspirée des autres là, dans la phase végétative. Les jours neutres en reproduction et les jours courts en reproduction.
OK? La grosse différence entre les deux, c'est souvent le taux de calcium. Donc, le taux de potassium qui est bas dans la phase végétative, on veut davantage de calcium, et alors que dans la période, la phase reproduction, on augmente le potassium versus le calcium. C'est le ratio K sur Ca. Et on va viser aussi beaucoup plus d'ions sous forme d'ammonium dans la phase végétative que dans les deux autres phases. On en garde toujours un peu en phase pour les fraisiers à jour neutre pour assurer le développement foliaire. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez les ratios en bas. Donc, c'est de respecter les ratios. Quoi d'autre? Donc, on vise un maximum de 10 sous forme d'ion ammonium. Le soufre, faire très attention au soufre. On va viser 30 ppm maximum de soufre sous forme de SO4. Sinon, c'est des fruits qui vont être beaucoup trop acides. Le potassium, lui, va assurer le goût dans le fruit. Donc, le potassium est extrêmement important. Le calcium, la fermeté. Donc, d'un jour court, c'est ce que j'ai montré ici, d'un jour court, dans la phase production, la fructification, quand on est en récolte de fruits, il est possible d'abaisser l'azote pour augmenter le ratio potassium sur azote, parce qu'il n'y a plus de développement foliaire nécessaire. Le magnésium aide à la brillance, le côté brillant des fruits. Faites attention au chlorure, au sodium. Deux éléments, surtout le sodium, va monter la salinité de votre eau d'irrigation, puis il n'est pas utilisé. Donc, vous voyez un petit peu, donc, il y a différentes recettes, comme je vous disais, qui existent. C'est de trouver la bonne, puis faire attention au niveau de la salinité, c'est le facteur important. Donc, au niveau de la gestion climatique, je suis rendu, OK, c'est bon ça. OK, gestion climatique, donc, la culture de la fraise, OK, c'est une culture froide, c'est une culture qui aime le froid. OK, il y a plusieurs producteurs qui disent, est-ce que je peux mettre des fraises dans ma serre de tomates, dans ma serre de concombre? En gros, la réponse, c'est non. Parce que vous allez le voir, là, la stratégie climatique d'une culture de fraises est totalement différente d'une stratégie climatique des autres cultures chaudes. La culture de fraises s'associerait à une culture de laitue, mais pas aux cultures là, de légumes tutorés. Donc, le 24 heures est de beaucoup inférieur aux autres cultures. La température 24 heures qui serait supérieure à 20, ce qui n'est pas énorme, là, va affecter négativement le rendement. Trop de respiration cellulaire, alors qu'une température de nuit supérieure à 15, okay, vous voyez, supérieure à 15 va affecter négativement le goût. Les fruits vont avoir beaucoup moins de sucre, plus d'acidité. Donc, il faut que la nuit soit inférieure à 15. Donc, là, vous allez me dire, ouais, là, Sébastien, dans mes cocombes, jamais en bas de 18. C'est ça. On ne peut pas, vous voyez un peu là, la problématique. Il faut une grande différence de température entre le jour et la nuit. Puis les cultures de fraises, un autre élément important, okay, ont besoin d'une humidité de nuit de 90 à 95 okay? Le pourquoi, c'est pour éviter le type burn. C'est la brûlure marginale. On en parlait plus tard, mais c'est un manque de calcium au niveau des points de croissance, puis des sépales du fruit, des bouts de feuilles. Donc, la seule façon de régler ça, c'est de monter l'humidité de nuit. Donc, ça ne colle pas en tout avec les autres cultures. Donc, en gros, température de jour stimule la photosynthèse. On peut le jour monter à 20 tant qu'on respecte notre 24 heures. Température de nuit, on assure la qualité des fruits, on réduit la respiration cellulaire. Puis la température 24 heures va vraiment assurer la croissance. Si on est trop froid, mais ça va prendre trop de temps. Si on est trop chaud, on va aller vite, on risque d'affecter le rendement. Donc, il y a deux phases, comme on a vu tout à l'heure, la phase végétative, puis il va y avoir la phase reproductive. En phase végétative, on vise quoi? Donc, là, je me le mets ici en période automnale, printanière, où la température est sous contrôle. C'est sûr que si on plante en juillet, on va avoir de la difficulté à tenir ça. Donc, c'est un peu la problématique que je vous parlais du forçage d'été. On ne tombe pas dans les bonnes conditions du tout. Donc, la température, on voit la nuit entre 10 et 12 degrés. Le jour, 17 à 19. Ça peut être un peu plus bas. Des fraises à jour court, on peut travailler un peu plus bas. Ça, c'est ce qu'on vise beaucoup plus des fraises à jour neutre là, au mois de septembre pour rentrer dans l'hiver. Donc, vous voyez, ça peut ressembler à ça. Donc, on va tenir des nuits, une nuit vraiment là, ici à 14, on va monter à 15. J'aime beaucoup l'activation au matin, réveiller la plante. On parlait on est dans la phase olympique, comme je vous disais. Donc là, avant de faire un marathon, il faut s'échauffer au matin. Là. Donc, c'est un peu ça. Donc, on réchauffe au matin, on va chercher un 17, on peut monter un petit peu plus s'il fait beau. On redescend avec un pré-nuit très rapidement, descendre d'au moins 3 degrés à l'heure, on descend à 10 degrés et on remonte. C'est dans cette période-là de 3 heures qu'on va monter notre humidité relative ou descendre notre déficit d'humidité. Donc, il faut toujours, puis ça, je vais le répéter encore, il faut garder le climat actif. C'est quoi un climat actif? Chauffer, ventiler. Donc, il faut que la plante puisse transpirer, puis c'est en transpirant qu'on va vraiment pouvoir arroser, fournir les besoins en engrais là, de la plante.
Donc, il faut suivre la consommation en eau. Toutes les transitions doivent être assez douces, sauf le prénu, très agressif. Puis les consignes, chauffage, ventilation, mais plus vous les, dépendamment de votre contrôleur de serre, plus vous les gardez proches, plus vous allez avoir un climat là, actif. L'humidité, on vise une humidité, déficit d'humidité entre 5 et 10 grammes par mètre cube. Je vous dirais le 8, 9, c'est vraiment bien, ça travaille très bien. La nuit, comme je mentionnais, on va descendre en dessous de 0,5 pendant au moins 3 heures pour réduire les risques là, de brûlure de la pointe. Pour réduire les risques de brûlure, souvent les gens vont installer des brumisateurs, des petits brumisateurs sous les gouttières pour permettre de monter là, monter le taux d'humidité. Puis la période de pré-nuit est excellente pour ça, parce que c'est plus facile de monter l'humidité dans cette période-là. Puis on a le reste de la nuit pour assécher, pour réduire les risques de maladies. Dans la phase de floraison et reproduction, voici les températures qu'on vise. C'est plus chaud un peu que la phase précédente, mais ce n'est quand même pas des très hautes températures. Donc, juste mentionner, ça, c'est pour les fraisiers à jour neutre. Pour des fraisiers à jour court, on peut travailler un petit peu plus frais que ça. Donc, juste le mentionner. Donc, le pré-nuit, toujours 10-12 degrés. Si vous travaillez sous lampe de croissance en hiver, on va viser un 17 à 18 sous lampe. Si vous n'avez pas de lampe, bien, la nuit, c'est plus 14 à 15. 20 à 24 de jour, on peut monter à 24 fait soleil. L'important, c'est le 24 heures. La fraise, son optimum, c'est autour de 17, voire 18 degrés Celsius de 24 heures. Donc, on parlait de 20 moles de lumière tout à l'heure et 18 degrés de 24 heures sont les deux chiffres là, pour la fraise. On va essayer de refroidir toujours la nuit le plus possible, tant qu'on a notre 24 heures. Puis, en fonction de la force du plant, de la force de vos fleurs, vous pouvez jouer un peu à la hausse ou à la baisse. Donc, ici, on peut voir en gros à quoi ça ressemble. Notre lumière 14, on va chercher notre température 17-18 où on reste à 14 si on n'a pas de lumière. De jour, on va aller chercher notre température de 20, on a une influence s'il y a du soleil, on redescend chercher notre pré-nuit et on remonte. Donc, c'est à peu près là, le planning qu'on peut avoir là, au niveau climatique dans la serre. L'humidité, c'est la même chose, donc ça, je vais passer par-dessus. Température racinaire. Il n'y a personne qui contrôle la température racinaire, mais on viserait un 18 degrés optimal là, pour vraiment là, permettre un bon développement racinaire, mais très peu vont l'utiliser. Le CO2 est essentiel, surtout printemps, automne et en hiver. Donc, on peut viser jusqu'à 1000 ppm de CO2 là, par jour. On commence 2 heures après, 2 heures avant la fermeture des lampes ou du soleil. La toile thermique est essentielle l'hiver. Si vous cultivez sous éclairage de photosynthèse, il est possible de ne pas en avoir, mais ça vous permet de sauver énormément dans les coûts de chauffage là, au niveau de la serre. Elle se rentabilise très, très vite. La toile thermique va permettre aussi d'ombrager en été les derniers fruits, des fois au mois de juin, lorsque le soleil est très intense. La lumière. Bon, on a parlé tantôt, la fraise vise un minimum de 12 moles, qui correspondait à peu près à 880 joules pour une serre de plastique et un optimum de vent qui est à peu près à 1400-1500 joules pour une serre de plastique également. Puis on peut éclairer jusqu'à 18 heures par jour là, avec la lumière artificielle. Donc, juste vous donner une idée, là, en été, on peut recevoir 45 moles par mètre carré par jour dans une serre. Donc, c'est énorme. L'optimum est à 20. Là. Donc, ombrager la serre, ça peut être important l'été, puis faire vraiment attention au coup de soleil. Donc, ça ici, je ne veux pas rentrer dans tous les détails du calcul, mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'on a notre courbe, ici, notre DLI, la quantité de lumière qu'on reçoit versus les semaines dans l'année. Donc, on voit notre seuil de dose qu'on avait tantôt, donc de la mi-octobre à la mi-février, on manque notre seuil de dose, alors que le vin, là, on va le chercher beaucoup plus tôt, puis on finit plus tard. On va chercher plus tôt ici, puis on finit plus tard là. Donc, ce qui est important avec la lumière artificielle, c'est de combler le manque. Au minimum, là, combler le manque en ce qu'on veut, le minimum de dose et ce qu'on a à l'extérieur. Mais l'optimum, c'est d'essayer de se rendre avant. Donc, la différence entre le vent et notre lumière extérieure. Donc, si on fait le calcul, pour combler notre 20 moles, on aurait besoin dans la région de Drummondville d'à peu près 200-230 micromoles de lumière artificielle dans la serre. C'est quand même énorme. Donc, souvent, les gens vont s'installer entre 150 et 200 micromoles. Ils ne combleront pas complètement le 20 moles là, durant l'hiver, mais on va se rapprocher, puis dès qu'on va être rendu ici, ben, ça va le combler facilement. Ce qui est important avec les lampes, vous achetez des lampes, c'est qu'il faut faire attention à la chaleur. Les lampes HPS, rarement, on va installer plus de 150 à 170 micromoles. Pourquoi? Ça dégage trop de chaleur d'un coup.
Donc, les LED sont un peu plus adaptés si on veut monter l'intensité lumineuse. Donc, pour aller chercher, mettons, un 200 micromol, on peut installer soit des LED ou installer des HPS, mais sur 2 circuits. Donc, on peut allumer, quand il fait très, très froid, les 2 circuits, mais au printemps-automne, un peu plus un seul circuit, ce qui dégagerait moins de lumière. Puis les 2 circuits permettraient d'étirer aussi la période d'utilisation des lampes. Donc, on résume entre 150 et 200 micromol en installation de lumière artificielle. Là, ça va permettre de combler le 20 mol ici qu'on a besoin. L'entretien, juste avant de faire juste un petit résumé, donc au niveau de la gestion climatique, on se souvient, l'activation de la culture est extrêmement importante. Okay? C'est une culture froide, donc c'est une culture qui s'adapte moins bien dans les serres de légumes là, tutorés. Donc, il faut vraiment une serre à elle. Puis, il faut un climat qui permet de monter, le système permet de monter l'humidité en fin de journée là, pour le type burn ou la brûlure de la pointe. L'entretien des plantes, qu'est-ce qu'il y a à faire dans une culture de fraises? Okay? Juste vous donner une idée, là, je n'ai pas mentionné dans la présentation d'heures au mètre carré de travailleurs. Là. Je manquais un peu de chiffres, là, mais ce que j'ai réussi à obtenir comme chiffre, on pouvait envisager à peu près entre 7 à 8 heures pour 100 mètres carrés en travaillant. 7 à 8 heures de travail par semaine pour 100 mètres carrés. C'est à peu près là, ce que j'ai vu. Entre 7, je veux dire entre 7 et 10, là, dépendamment. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire au niveau de la serre? On a la taille des stolons, taille des feuilles, taille des fleurs, le peignage, la récolte. Donc, c'est toutes des tâches qu'il y a à faire là, hebdomadairement ou aux 2 semaines. Donc, on va les prendre dans le détail. Taille des stolons. Bien, le stolon, c'est une tige spécialisée là, qui va vraiment permettre d'assurer le développement, la reproduction végétative du plant. Donc, il faut les enlever au fur et à mesure qu'ils se développent. Donc, ils vont se développer normalement lorsque le plant a plus d'azote, mais il va souvent sortir un petit peu plus. Donc, on fait juste les casser, pas besoin de les arracher à la base nécessairement, même s'il reste un petit bout, là, c'est pas bien grave. Donc là, le stolon, c'est toujours à faire. La taille des feuilles. Taille des feuilles, on va le faire beaucoup plus au niveau des fraisiers à jour neutre que des fraisiers à jour court, mais dans les 2 cas, il faut toujours enlever les petites feuilles, là, les vieilles feuilles dans le bas du plant, les feuilles qui deviennent un peu, excusez le terme, crunchantes, là, très dures, un peu rougeâtres. Donc, des grosses feuilles qui ne photosynthétiseront plus vraiment, mais qui vont juste faire de l'ombre. Donc, on enlève les feuilles aussi qui permettent de diminuer l'humidité et permettre la circulation d'air dans la culture, donc diminuer les risques de maladie. Donc, on vise là, ne jamais descendre en bas de 4 feuilles par grappe de fruits. Ça, c'est mon seuil. Il ne faut jamais descendre en bas de 4 feuilles par grappe de fruits. Puis le feuillage permet de balancer le plant. Donc, on enlève les vieilles feuilles sur le plant pour vraiment permettre d'augmenter la photosynthèse des jeunes feuilles et d'assurer la circulation de l'air. Ça peut se faire en continu à peu près aux 2 semaines là, que les producteurs vont passer. Taille des fleurs, très peu vont le faire. On va le faire un petit peu au niveau des fraisiers à jour neutre. Si le plant n'est pas assez développé pour permettre de partir, là, on peut tailler on peut enlever une lampe florale, ce qui va permettre de grossir le plant. On ne le fera jamais avec les fraisiers à jour court. Pourquoi? On en a parlé tantôt. Le fraisier à jour court est bâti chez le pépinériste. Le pépinériste est responsable de vraiment une initiation florale, la dormance, le chilling. Donc, si le pépinériste a fait 4 lampes florales dans le plant, il y a 4 lampes florales, il n'en sortira pas une 5e. Donc, si vous en enlevez une, ben, il va en rester 3. Donc, il faut vraiment faire attention au niveau du fraisier à jour court, tandis que le fraisier à jour neutre, on peut l'étirer un peu. Ce qui est important de se rappeler au niveau des fleurs, c'est que la taille des fleurs est corrélée avec la grosseur du fruit. Si vous avez des grosses fleurs, vous allez avoir des gros fruits. Des toutes petites fleurs de fin de grappe vont donner des tout petits fruits. Donc, il est possible de passer pour enlever les fleurs de fond de grappe qui vont donner des fruits qui ne seront pas commercialisables. Donc, ça dépend de votre marché. Si votre marché accepte des petits fruits, c'est correct, mais si le marché accepte juste des gros, c'est peut-être bon de passer. Ce qui est important de se rappeler aussi, c'est que le calibre des fruits est inversement corrélé au nombre de fleurs. Donc, si votre plant part comme une bombe, un vrai sprinter, et sort plein de fleurs, dans le fraisier à jour neutre, ben, plus il y a de fleurs, plus le calibre va être petit sur ces fleurs-là et plus vous allez avoir un trou de production avant la 2e floche, si je peux me permettre, de fraisier à jour neutre. Parce que le fraisier à jour neutre va avoir une production quand même assez continue, mais s'il y a beaucoup de fleurs qui vont sortir d'un coup, ben, il est possible que la production droppe un petit peu et que ça reparte par après. Mais ce qui est important dans les fraisiers à jour neutre, c'est surtout d'enlever les grappes vides, les grappes avec des petits fruits là, sur les plants.
Quoi d'autre? Le peignage. Bon, ça, le peignage, on en a parlé tantôt, consiste à faire quoi? C'est placer les feuilles et les grappes. Donc, le producteur va se promener, il va prendre les feuilles, il va les placer derrière le fil de support de feuilles, puis il va sortir les grappes de la culture pour les placer sur la bandelette de support. Ça va permettre quoi? Bien, de séparer les feuilles des fruits, de faciliter la récolte. Tous les fruits vont être vraiment, tu sais, les photos qu'on voit, tous les fruits vraiment visibles, ils n'étaient pas comme ça au début. C'était tout à l'intérieur. Donc, le peignage, là, je parlais des producteurs, mais c'est vraiment essentiel. Ça augmente la vitesse de tous les autres travaux par après. Ça va aider au mûrissement des fruits, faciliter le déplacement des bourdons. Les bourdons vont avoir pour la pollinisation, le bourdon va avoir de la difficulté à se rendre à l'intérieur. Donc, ça va faciliter ça. Puis ça va réduire les risques de maladies également sur les fruits, parce que les fruits sont pris sur le terreau, ben, c'est là qu'on va avoir du botrytis. Donc, les travaux se réalisaient à peu près au minimum 2 fois aux 2 semaines, les travaux sur les plants. Se réalisaient souvent à main nue, des fois ils ont un petit sécateur, donc ça à peu près là, ce qu'il y a à faire. Puis, c'est ça. Puis ça permet également de dépister les maladies, les insectes en travaillant sur les plants. Donc, il faut que les employés, les travailleurs soient vraiment au fait des problèmes. Parce que quand ils vont peigner les plants, ils ont accès vraiment, ils vont voir vraiment toutes les problématiques. Récolte, ben, c'est aux 2-3 jours que la récolte va se faire. Souvent, c'est aux 2 jours. Ça peut même être à tous les jours. Les fruits sont placés directement dans les contenants de récolte. Souvent, les gens ont un petit chariot qui vont promener sur des rails ou au sol entre les rangs. Pollinisation et phytoprotection, qui est le dernier chapitre. Donc, la fraise, c'est quoi? La fraise, là, c'est un fruit complexe. Okay? C'est un fruit qui se constitue d'un groupe de plusieurs fruissants. Donc, juste pour résumer, là, pour ceux qui ne le savent pas, là, c'est le réceptacle qui grossit dans la fraise, puis le vrai fruit sur la fraise, c'est tous les petits akènes sur le côté. Donc, c'est les akènes qui vont être ici, qui vont être pollinisés et qui vont grossir. Puis en grossissant, ben, ça fait grossir le réceptacle à l'intérieur. Donc, les vrais fruits, c'est les akènes et non pas la fraise en tant que telle. On peut voir ici une fleur de fraise. Donc, on a les pistils ici au centre, les étamines autour avec les pétales. On voit ici les akènes au niveau de la fraise. On peut voir la pollinisation est extrêmement importante au niveau des fruits. Si un fruit n'est pas pollinisé, on peut voir ici, il y a des akènes qui sont très gros, des akènes très, très petits. Les akènes petits, c'est juste qu'ils n'ont pas été pollinisés. Donc, ils ne sont pas développés, ils n'ont pas grossi. On voit très bien dans l'exemple ici à droite, là, il y en a 2 qui sont vraiment bien pollinisés, pas les autres. Donc, la pollinisation est vraiment importante dans la serre pour la fraise. Qu'est-ce qui peut polliniser? Bien, il y a toujours les abeilles, le vent. Donc, un souffleur à feuilles peut faire la job, un pollinisateur manuel, une petite tige vibrante, mais le meilleur, OK, je vais marquer ici en bas, ce sont les bourdons pour la serre. OK, les abeilles travaillent bien, mais ils ont des limites. OK, souvent, les ruches sont trop grosses, travaillent moins bien d'une serre à cause des UV, ils sont moins bons en hiver. Donc, les bourdons, c'est vraiment la meilleure approche. On a besoin de combien dans une serre? Bon, on vise à peu près 22 bourdons pour 100 mètres carrés. Donc, ce qui correspond à peu près à 800, selon une ruche normale là, de type A, on vise à peu près 800 mètres carrés par ruche. Mais il faut éviter la surpollinisation également. Okay? Donc, pas polliniser, c'est un problème. Trop polliniser, ça en est un aussi. Okay? Là, excusez mon talent artistique, là, mais il faut écouter le son du bourdon. Un bourdon normal va être sur la fleur, il va faire un gros brrr, tu sais, un gros son vraiment grave. Si vous êtes dans la serre et vous entendez un sifflement, c'est vraiment aigu, là, ça, c'est un signe qu'il manque de pollen puis qu'on va avoir trop de marques de passage, on va avoir trop de problèmes de surpollinisation. Donc, il y a moyen de fermer la ruche puis de nourrir les bourdons là, lorsqu'elle est fermée. Donc, on peut voir ici, il est possible, OK, on ne le voit pas toujours aussi bien que ça. Là. Ça, on est quand même assez bien pollinisé, là, mais on peut voir des marques de passage de bourdons. Au niveau des pétales, on voit les traces où ils se sont promenés, puis on voit les pistils deviennent un petit peu plus brunants. Ça, c'est quand même, j'ai choisi une photo assez avancée, là, mais il est possible de voir ça. Trop pollinisé, on voit vraiment là, les pistils, là, ils peuvent être noirs. Donc, ça ne donnera pas un beau fruit non plus. Au niveau de la phytoprotection, bon, là, on a vu la pollinisation. Phytoprotection, gros éléments. Là, le temps file, donc je vais quand même juste les résumer rapidement, mais j'ai tout mis les prédateurs et ce qu'il y a à faire pour chacun des problèmes. Le gros problème, c'est la nécrose marginale. Okay? Le type burn qu'on parle depuis tantôt, qui peut être un gros problème dans les serres. Et c'est sur lui qu'on va s'attarder là. Puis, donc, le type burn, c'est quoi? C'est brûlure de la pointe, nécrose marginale qu'on va appeler. Vous voyez ici, toutes les sépales. Okay? Si c'était juste les feuilles, bah, ça coupe la capacité photosynthétique, mais c'est tel que tel. Mais au niveau des sépales, c'est la commercialisation qui peut être difficile. Là.
le client s'attend à avoir un beau fruit et des beaux sépales. Quand c'est tout brûlé, ben, ça paraît moins bien d'une présentation. Donc, c'est causé par quoi? C'est un désordre abiotique qui est causé par un manque de calcium au niveau des points de croissance. Ce qu'il faut se rappeler avec le calcium voyage avec la sève. Donc, si le plant transpire, le calcium va voyager avec la sève. Si le plant ne transpire pas, le calcium ne voyage pas. Donc, je reviens encore à mon élément. Il faut une serre active, une serre où le plant transpire pour permettre là, de limiter ce problème-là. Mais ce n'est pas suffisant pour le type 1. Pourquoi? C'est souvent des fois les grosses feuilles qui vont transpirer beaucoup et les petites fleurs dans le cœur du plant, les jeunes feuilles dans le cœur du plant ne transpireront pas assez. Ils vont se développer vite, transpireront pas assez, puis le calcium est responsable de vraiment toute la structure cellulaire. Donc, ils n'auront pas assez de calcium et ça va brûler. Une des façons de régler ce problème-là, c'est de passer, OK, ici, de monter le taux d'humidité la nuit à 95 et plus. OK? Parce que le calcium dans la solution nutritive, c'est rarement le problème. Souvent, il y a assez de calcium. Pulvériser du calcium foliaire peut marcher, mais il faut que vous tombiez au moment où il y en a besoin. S'il y a manqué de calcium 2 jours avant que vous n'appliquez, ça ne servira plus à rien. Donc, monter l'humidité la nuit avec des brumisateurs permet quoi? Ça permet de vraiment, il y a toujours une pression racinaire. Puis là, l'humidité étant tellement grande dans la serre que la pression racinaire va pousser le calcium puis l'eau dans toutes les parties de la plante. L'objectif, ça serait même de se rendre à la guttation. Vraiment avoir des petites gouttes d'eau à la sortie des hydatodes autour de la feuille, ce qui signifie que le plant est vraiment en surgescence. Donc, ça permet quand même de réduire de beaucoup les risques là, de type burn ou de brûlure de la pointe, les causes marginales aussi. Donc, vous pouvez voir ici, au niveau de la phytoprotection, OK, dans la culture de la fraise, on va travailler dans les différents aspects, dont la gestion climatique pour ce qui est des maladies, gestion des plants, les feuillages, gestion climatique, les feuillages vont vraiment permettre de contrôler toutes les maladies fongiques, dont le botrytis. Rarement, on va voir du botrytis dans la serre quand les plants sont bien travaillés. Utiliser des plants sains, donc acheter des plants exempts d'insectes, donc technique du dipping. Le dipping, c'est quoi? Excusez le terme, là, mais c'est si vous achetez vos plants, vous pouvez prendre une solution là, de savon insecticide ou autre, puis juste tremper la tête dedans. Donc, ça permet vraiment de tuer là, les insectes qu'il y aurait dans le cœur du plant. Puis l'introduction d'insectes prédateurs dans la serre. Très peu de pesticides sont utilisés dans les serres. Ça peut être en extrême urgence, là, mais habituellement, on est capable de contrôler avec les prédateurs. Faire attention aussi aux interactions, donc demander l'avis d'experts, les gens des compagnies d'insectes, ils vont pouvoir vous renseigner là-dessus. Donc, je vais passer vite là, sur les maladies, parce que le temps file. Donc, on a le blanc, qui est un gros problème. Donc, des brûleurs à soufre peuvent être utilisés, mais suivez toujours les étiquettes, suivez toujours les produits homologués, ça c'est important. Donc, Mezitop, Actinovate, là, ça peut être utilisé, ça travaille assez bien. Botrytis, c'est rarement un problème. Le trips peut être un gros enjeu. Vous voyez le trips ici, le fruit devient vraiment cuivré. Si on grossissait la photo, là, on verrait des petits trips là, au niveau des akènes. Là. Donc, l'entrée de prédateurs, soit du Swirsky ou du Cucuméris, travaille très, très bien, des Aureus en été. Le puceron, ça peut être une plaie dans la serre. Donc, un dépistage, il faut vraiment localiser le premier puceron dans la serre. C'est super important. Quand j'étais producteur, moi, je donnais 20$ au premier travailleur qui trouvait le premier puceron dans la serre. Puis, tout le monde travaillait fort pour avoir le 20$. Donc, le but, c'est de trouver le premier. Une fois qu'on a le premier, là, on peut rentrer les prédateurs appropriés au type de puceron qu'on a. Tétranique, ça peut être un élément. Donc, brumiser les zones infestées, entrer des prédateurs, ça travaille bien. Tarsonème, on peut en avoir. Souvent, ça va venir là, du Pepineris ou de vos plants. Mais avec Cucuméris ou Californicus ou Swirsky, ça travaille assez bien. Donc, j'ai sorti toute la liste de références là, qui m'ont permis de monter ce webinaire-là. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Puis, donc, j'aimerais là, finalement remercier M. Jacques Pinchot, Marc Poirier, pour leur aide précieuse là, pour ce webinaire et la culture de la fraise en général. Un gros merci au comité de culture en serre du CRAC là, pour l'invitation. Ça fait très, très plaisir. Mes collègues de Climax là, pour vraiment leur support, collaboration. Puis finalement, tous les producteurs que j'accompagne. Okay? Vous êtes le fondement de notre société, de notre raison d'être. Donc, continuez votre travail. Là, on vous apprécie là, énormément. Donc, merci beaucoup tout le monde là, pour votre attention. J'espère que ça a répondu à vos questions. On aurait pu les tirer sur plus longtemps, mais c'est quand même les grandes lignes sont là. Merci beaucoup.